Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Salut à tous, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un dont on va laisser dire le nom et le prénom parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça faisait 3 ans que je l'écorchais. Donc je te laisse te présenter. Ouais, donc Stijn Jacobs, ça fait 17 ans que les gens écorchent mon nom parce que ça fait 17 ans que je suis en France, belge d'origine, flamande, côté nord. Mon nom est très commun en Belgique, mais pas du tout. Beaucoup moins en France. Pas du tout en France. Mes parents n'ont pas vraiment imaginé que j'allais m'exporter Vivre à Colombe et tout ça. m'exporter d'une façon ou une autre. C'était pas prévu dans le plan, mais voilà. Donc, faut surtout pas dire Stijn, quoi. Non. Ouais. Ou Stinge, ou voilà, j'ai tout entendu, mais non, c'est Stijn, comme S-T-E-I-N. Et c'est fondamentalement beaucoup plus facile à prononcer comme ça en plus. Je dirais pas que c'est plus joli, mais c'est quand même moins dur que Stijn. Cool. Eh ben écoute, ravi de t'avoir. On a JB aussi qui est là. Bonjour à tous, un plaisir. Un habitué, donc on le présente plus, JB. Mhm. Mais ouais, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tu peux te présenter un petit peu ton parcours. On sait que maintenant que tu es originaire de Belgique, mais tout ce qui va à côté. Ouais, donc j'ai vécu jusqu'en 2004 en Belgique, à part une petite parenthèse Erasmus qui a globalement complètement changé ma vie, où la preuve, je suis en France maintenant, parce que j'ai rencontré ma femme à ce moment-là. Donc arrivé en France, sur un début de carrière assez digital, agence, puis annonceur, puis cabinet de conseil. C'était vers quand ça? C'est 2000, enfin de 2001, jusqu'en 2010, Okay. voilà. Donc, j'ai fait agence beaucoup, groupe Publicis, Nissan Europe en tant que annonceur. Pendant quelques années sur le digital pareil, puis aussi du conseil en marketing Donc, digital. tu étais là au début de l'Internet. J'ai fait des présentations, vous ne pouvez même pas l'imaginer, j'ai fait des présentations à des premiers clients qui étaient un de mes plus gros clients au début quand j'étais jeune, c'était Bridgestone Europe, et je leur ai convaincu qu'un site internet servait à quelque chose, et que je leur ai même dit, et c'était à la direction de Bridgestone Europe, donc il y avait des Japonais dans la salle et tout ça, et je leur ai convaincu qu'ils allaient vendre des pneus sur internet à un moment donné. Et les mecs, ils m'ont pas cru. Ils t'ont regardé comme un grand fou. Ouais, exactement. Mais en 2000, on a construit avec Dentsu, la boîte où je bossais au début, la première plateforme digitale pour Bridgestone en Europe, plusieurs pays. C'était assez passionnant. Ouais. Et je connaissais tous les pneus par cœur. C'est là où j'ai appris. On va parler des pneus si ça te dérange pas. Mais... Non, mais c'est là aussi où j'ai appris qu'on pouvait être passionné par quelque chose qui était complètement banal. Ouais. Okay. Mais parce que les gens étaient sympas, le projet était sympa et tout ça. Donc ça, c'était 2000. Après, bouger vers la France pour des raisons tout à fait personnelles, puisque ma femme étant française. Parti plus sur le groupe Publicis avant d'aller sur le côté annonceur chez Nissan Europe, où pareil, c'était plutôt grosse plateforme digitale, encore une fois refonte de toute la plateforme pour 26 pays dans le monde, en Europe. Donc voilà, j'ai un profil très européen. Toujours bossé beaucoup de boîtes japonaises aussi où j'ai travaillé. Donc ça, c'est un peu ce qui m'a drivé. Et puis en 2010, je me dis, écoute, j'ai maintenant suffisamment d'expérience et faire des sites internet. Je les faisais pas moi-même, mais je les accompagnais. Je me dis, bon, on va peut-être aller s'amuser un peu maintenant. Prochaine étape, what's next? Et donc, du coup, plutôt, j'ai eu l'opportunité et la chance, et je les remercierai jamais assez, Loïc et Gilles, pour m'avoir donné l'opportunité de rejoindre une agence qui malheureusement n'existe plus maintenant, qui s'appelle Sport Lab Group. Ouais. Et sur un profil de construire l'offre digitale pour cette agence, qui était vraiment une petite agence assez dynamique, assez créative, assez originale.
Et donc là, j'ai eu cette opportunité, ce qui m'a mis un premier pied dans le sport, et ça m'a, voilà. Après, voilà, j'étais convaincu que c'était un peu la voie, et qu'il y avait des énormes opportunités en mélangeant mon expertise et ma passion. Ouais, t'as abandonné ta passion pour les pneus pour revenir à une passion un peu plus naturelle qu'est le sport pour pas mal de gens. Et, Tout à fait. ouais. Et donc c'est rigolo. Donc du coup, t'étais côté marque, t'étais côté agence, et maintenant du coup, tu fais du consulting surtout pour les ligues. Ouais, donc j'ai fait. Après, j'ai une love-hate relationship avec le sport. C'est que j'ai toujours rêvé de travailler dedans. Au début, au tout début de ma carrière, j'ai même hésité à faire un master de management du sport. T'en es dégoûté? Mais ouais, quand j'ai vu ça, je dis mais je vais pas aller faire chef de rayon chez Decathlon, c'est pas le truc. Ouais. Donc je vais plutôt faire le chemin inverse. Je vais faire une expertise, quelque chose dont j'ai une passion aussi pour tout ce qui est nouveau, nouvelles technologies et tout ça. Et puis après essayer de lier ça tout au long de ma carrière. Et j'y suis arrivé, donc je suis très content. Et puis la love-hate relationship avec le sport, c'est que quand on bosse dedans, on ne regarde plus jamais le sport comme avant, quoi. Ouais. Donc le côté passionnel, à l'époque, quand j'étais chez Sportlab, j'allais au Stade de France voir des matchs de foot incroyables, mais j'allais pour le boulot. Donc on n'a pas exactement le même vécu, on regarde pas le sport de la même façon, parce qu'on regarde ce qu'il y a autour des terrains, ce qui se passe en animation, ce qui se passe sur le digital. Donc on n'a pas le même vécu. Donc au bout d'un moment, j'ai dit non, j'ai une passion pour le sport. Ouais. Mais je voudrais retrouver cette passion. Donc, je suis retourné plutôt côté digital pur, retourné chez le groupe Publicis, mais bon, finalement... Ça t'a trop manqué. ça m'a Ça trop t'a manqué, donc. finalement, le stade, les matchs et tout. J'aime bien penser boulot au sport en fait. Exactement, donc voilà, donc j'y suis retourné sur un format différent. Qui est donc effectivement le conseil, parce que j'avais à l'époque ce sentiment que que le sport était un peu endormi sur des choses qui marchaient depuis toujours. C'est-à-dire, on vend des droits, on prend des sous, on achète des joueurs et on les revend. Les marques vont nous filer de l'argent pour être sponsors. Et on a inventé les réseaux sociaux, donc on va faire une page Facebook où on va mettre des posts. Mais globalement, voilà. Ouais, la création de valeur va aller pas beaucoup plus loin que ça. Et aussi par rapport à ça, le côté agence. Mais c'est pas une critique, c'est plutôt un sentiment personnel. Le côté agence voulais retrouver un truc un tout petit peu au-dessus de l'agence est là pour vendre des services d'une certaine manière. Services ou vendre de la créa ou de l'opérationnel ou de choses. Moi, j'aimais bien le côté un peu plus empirique à la source. Ouais, à la source, en disant mais où est-ce qu'on va ? C'est quoi le plan sur 3 ans ? Et c'est pas forcément est-ce que la photo elle doit être prise de tel angle, non. Donc c'est plutôt la mécanique qui m'intéresse que l'exécution. Donc voilà, c'était. Tu cherches le prochain Internet, c'est ça? Presque. Pas forcément. Je cherche j'aime bien avoir cette vision un tout petit peu plus long terme et moins opérationnelle, et dire voilà, ça va dans cette direction-là, et comment j'accompagne ça m'intéresse complètement. Ouais, et puis c'est un sujet dont on parle souvent entre nous, même, c'est le côté comment tu arrives pas à vendre une prestation sur un cycle de droit, mais comment tu arrives à la réflexion sur ton prochain cycle de droit, ce que tu mets, ce que tu sors, comment tu conceptualises, pour dire faut séparer ces packages-là, parce que ton intérêt global, c'est pas que le chèque à court terme que tu vas avoir avec ton podcaster, c'est comment tu vas développer la notoriété du sport, de ta marque, etc. sur le long terme, avec tous les enjeux que ça incombe qui vont plus loin que aller au plus offrant pour la diffusion de ton match. Exactement. Et on est, je pense, aujourd'hui encore plus dedans que jamais. Parce qu'on est sur un modèle d'ayant droit qui est en train d'être bousculé. On va pas rentrer J'allais te demander si c'est à bout de souffle ou si c'est qu'il est challengé, ou c'est quoi ta vision là-dessus?
Il est pas à bout de souffle parce que je pense que la passion du sport restera toujours. Enfin, ça, je pense il est challengé par plusieurs choses, par des nouvelles choses qui sont arrivées, qui ont aussi un côté passionnel, qui sont là des choses qui sont comme l'e-sport, comme d'autres choses. Donc, Il y a des nouvelles formes d'entertainment. de nouvelles formes d'entertainment. Ils sont bousculés par l'accès à l'entertainment qui est beaucoup plus facile avec Netflix, avec ce genre de choses. Donc, des nouvelles plateformes. Nouvelles plateformes avec l'accès au contenu qu'on veut au moment où on veut. Donc le direct est en train de disparaître. C'est pour ça que je pense que le sport va pouvoir s'en sortir parce que regarder un match en replay, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ce que j'ai te demandé, pourtant, le live sport aujourd'hui, là, et tu me parlais. Bon, alors, je suis désolé, hein, je pose plein de questions. je rentre de but en blanc, mais on parle beaucoup de streaming Le war. podcast, il va durer 6 heures. Ouais. Désolé, mais c'est hyper intéressant. Tu sais, on parle beaucoup de streaming war aujourd'hui, et on se rend compte que, tu vois, Netflix n'est pas du tout sur du live. C'est plus, ils achètent un bouquet. On a vu Amazon qui a acheté MGM. Donc oui, il y a une guerre pour obtenir du contenu. Et pour autant, on voit bien que le live sport est hyper important, que c'est un produit d'appel d'offres. Donc, cette valeur du live sport, elle va perdurer ou elle va peut-être même s'améliorer sur certains sports qui sont encore, qui ont une fanbase énorme. Et je suis convaincu. Je pense qu'un 100 mètres des Jeux Olympiques, tu le regardes en live. Une finale de Champions League, une finale de l'Euro, tu le regardes en live. Donc ce live, ce vécu du live, il est important. Il y a rien de plus énervant parce qu'avant on avait le truc en direct. Il y a rien de plus énervant de regarder un match de foot, surtout quand l'Euro arrive et que tes voisins sont en train d'hurler parce qu'il y a un but et toi 2 secondes après t'as le but. Il y a rien de plus énervant. Ou que t'as l'alerte de ton application préférée qui te dit il y a but alors que tu l'as pas encore vu parce que t'as un petit délai. Quoi. Donc voilà, le live, il reste très très important. Après, c'est vraiment dans les modes de consommation des gens. La consommation traditionnelle, enfin, qu'on connaît, est bousculée par la nouvelle génération des gens qui arrivent. Donc c'est là où il faut réfléchir. Il n'y a pas de formule magique encore aujourd'hui. Et en plus de ça, je pense qu'aussi, c'est que les ayants droit se sont un peu trop reposés sur le take the money and leave. C'est balance-moi, je te balance un tender sur les droits sportifs, donne-moi tout l'argent et puis après tu te démerdes pour attirer des... Ouais, en sachant qu'il y avait quand même un certain rationnel à ça, parce que fondamentalement, moi c'est la réflexion que j'ai toujours, c'est pourquoi est-ce que on va prenons un FIFA. Pourquoi est-ce que la FIFA va s'embêter à aller développer plein de technologies, faire énormément d'efforts pour avoir un gain fondamentalement marginal comparé à la vente pure de ses droits autour de la compétition qui augmente de manière systémique de toute façon. Je pense qu'on arrive à un moment où c'est capé parce qu'effectivement, il y a le côté, tu as des moyens de consommation, tu peux plus juste te reposer sur ton événement live dans plein de disciplines parce que finalement, il y a que quelques gros événements qui attirent vraiment énormément d'audience. Mais tu avais un certain rationnel à ça, à pas surinvestir côté grosses organisations ou en tout cas, tu avais un rationnel à pas mettre trop d'efforts là-dedans pour un gain qui était fondamentalement marginal par rapport à ta croissance systémique de toute façon. Oui, mais aujourd'hui, on est dans une période où tout ça n'est plus vrai. Et on est là pour le changer, donc on est d'accord là-dessus. Tout ça n'est plus vrai. Les droits en Italie ont baissé. La France... On saura sûrement plus dans peu de temps, mais je pense qu'on table plutôt sur moins 50% par rapport au deal Mediapro. L'Angleterre a fait un deal vite fait, bien fait, sans appel d'offres pour prolonger, pour maintenir les droits. Donc, effectivement, les ayants droit avaient tout à fait raison de le faire comme ça. Sauf que cette logique est de dire tous les ans, tous les cycles, tous les 4 ans, on prend 10, 15, 20%. Ben là, c'est tous les ans, on perd, tous les 4 ans, on perd 20%. Et ça, c'est pour ça qu'il faut maintenant se poser la question. Ouais. Et effectivement, les organisations sont pas préparées pour ça et sont pas encore structurées pour l'accompagner et pour le faire. Ouais. Et ça va être intéressant que tu nous parles un peu de ce que tu fais toi avec la Pro League belge du coup. Mais juste un petit pas en arrière, dans ton scope, toi, il y a le sport et il y a l'e-sport aussi.
qui Tout est à fait. quelque chose sur lequel tu travailles pas mal. Quelle est ta vision pour le moment sur le marché de l'e-sport? Est-ce que tu le traites vraiment comme du sport? Enfin, donne-nous un peu ton ressenti là-dessus, sur le côté. Est-ce que c'est vraiment tu répliques fondamentalement beaucoup de choses qui sont dans le sport sur l'e-sport, donc finalement c'est un peu le même métier, ou il y a vraiment des différences fondamentales dans l'approche? Il y a la logique la logique est à peu près pareille. Donc c'est comme dans tout sport. Quand on parle de sport, il y a plusieurs sports. Quand on parle de e-sport, il y a plusieurs e-sports. Il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs jeux. Donc il y a FIFA, il y a League of Legends, il y a Dota, il y a CS:GO, il y a Call of Duty. Donc voilà, ça on peut comparer ça à du foot, du basket, du hand et autres. Donc ça c'est quand même fondamentalement différent. C'est la parallèle avec le sport qui reste tout à fait la même chose. La différence avec le sport traditionnel, c'est que le foot, on est dans ce débat, n'appartient à personne. On est dans le débat, on est dans le dur avec le lancement de la Super League et l'UEFA qui essaye de contrer. Donc, mais globalement, le foot n'appartient à personne. Alors que les jeux vidéo, ils appartiennent, il y a une IP, donc il y a une intellectual property qui appartient à une boîte privée. Une boîte privée qui est là pour vendre de plus de jeux, monétiser et gagner de l'argent. Enfin, on est sur ce modèle-là. Donc ça, ce modèle-là, il est complètement différent. Deuxième grande différence pour moi dans l'e-sport par rapport au sport, et je trouve que l'e-sport a très envie d'aller très très vite, mais vendre des droits pour la Ligue des Champions ne s'est pas fait, d'arriver à des montants comme ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Non. Donc l'e-sport veut aller très très vite, et les joueurs qui ont souvent des salaires assez mirobolants sur des grands titres et des grandes équipes, la monétisation et les sources de revenus sont pas encore les mêmes. C'est qu'il n'y a pas de broadcast, il y a les sponsors. Bon, il y a effectivement des grandes marques, mais c'est pas les mêmes tickets que dans le sport traditionnel. Donc aujourd'hui, on est sur un truc où il y a certes une audience incroyable. Faut pas le négliger, c'est qu'il y a une très très grosse audience. Quand une finale de League of Legends attire 46 millions de spectateurs uniques, je suis désolé, mais ça fait quand même un bel événement. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une différence entre la démographie du sport et e-sport? Moi, je pense que le sport a toujours un bel avenir, et je pense que l'e-sport a un très bel avenir. Mais dans ce que tu dis là, c'est aussi, peut-être qu'on s'en rend compte, nous, dans le sport traditionnel, c'est que les gens qui aujourd'hui ont un porte-monnaie et qui peuvent payer encore pour accéder à la pay TV et à certaines compétitions sportives, sont ceux qui ont l'argent pour pouvoir se permettre. Alors que dans l'e-sport, tu as peut-être une population qui est beaucoup plus jeune, qui a beaucoup moins envie forcément de payer parce qu'elle est habituée peut-être à être sur YouTube ou d'autres méthodes de consommation qui lui permettent d'avoir accès à son contenu gratuitement, ou peut-être qui est rémunéré différemment par la pub. Mais est-ce que c'est parce que la démographie des fans est différente que pour le moment, le business model et la valorisation des droits, que ce soit par un sponsor ou par un broadcaster, est différente, mais que potentiellement, et là c'est prédictif, dans 10-15 ans, ces gens qui auront 30, 35 ans, 40 ans, seront peut-être plus intéressés par l'e-sport et auront plus de moyens potentiellement pour suivre. Je vais te répondre, et j'ai la chance que à côté de mes activités de conseil, j'ai une autre entité qui s'appelle Insightful, qui est une boîte de marketing intelligence, des data et de données. Et on a fait une étude avec cette boîte, on a fait une étude de marché sur 20 pays sur le marché du gaming et de l'e-sport. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la gaming aussi. Gaming donc, aussi. Okay. Donc, je pense que sur cette étude, ça doit être une des plus grosses études au monde qui existe actuellement. 20 pays, Nord-Amérique, Amérique latine, quelques pays, beaucoup en Europe, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud. Markets. Donc, franchement, on a un panel de 40 000 répondants, on a dans 2000 répondants dans chaque pays, donc on a vraiment une vision de représentativité par pays et tout. On a un bon sample. Un sample incroyable qui nous permet effectivement d'avoir une visibilité assez
concrète sur ce truc-là. Pour te revenir sur ta question, la socio-démo d'un gamer et un competitive gamer, c'est quelqu'un qui participe à des compétitions et même quelqu'un qui regarde, est étonnamment différent de ce qu'on peut imaginer. Ok. Les competitive gamers, donc c'est les gens qui participent à des tournois d'une façon ou d'une autre, ont entre 25 et 44 ans. La moyenne, le médian est à 35 ans. Ok. Donc c'est énorme. Ils sont beaucoup plus éduqués que la moyenne. Donc ils ont bachelor degree, bac plus 3 pour 50% d'entre eux. Ils n'ont pas encore tout à fait les sources de revenus, mais ils sont quand même les revenus sont plus élevés que la moyenne aussi. Ils sont suréquipés, donc ils ont des devices dans tous les sens. Ils sont connectés. Ils sont ultra connectés. Ils sont connectés à moyenne à 5 médias sociaux comparé à 3 pour la France. Et sur la consommation, ce qui est assez intéressant, c'est que ils payent pour leur passion. Ils sont multi-intéressés. On a posé des questions sur quels sont les centres d'intérêt. Ils sont pas qu'intéressés par le gaming et l'e-sport. Ils sont multi-intéressés. Ils sont autant intéressés par le sport, par la politique, par le truc. Et sur leur consommation, c'est là où c'est vachement intéressant et c'est là où les marques jouent un rôle et peuvent avoir vraiment accès à une audience qui est immense. Hein. Ils sont surreprésentés sur des Netflix, des Spotify, Deezer, surreprésentés, mais de beaucoup par rapport à la population moyenne. Sous-représentés, mais pareil, de 20 points sur la consommation télé. D'accord. Donc, quand on parle nouvelle plateforme, oui, mais alors vieux broadcast telco. Et on parle d'une audience qui a 35 balais, quoi. C'est pas qui pourrait être c'est même pas la génération Y. Donc c'est après. Et pourquoi cette audience cette cible a grandi, c'est qu'en fait ces mecs-là, ils ont joué avec les premières consoles de jeux. Et ils ont toujours joué aux jeux vidéo. Et ça persiste, c'est ça qui est intéressant. Et donc cette audience va continuer à grandir parce que les vieux de la vieille vont continuer à consommer, à jouer et même à regarder. Et les jeunes vont arriver et vont aussi jouer. Donc on est sur c'est plutôt rassurant du coup pour le sport. Parce que du coup, ces gens-là tu dis qu'ils font ils ont du multi-intérêt. J'imagine que dans votre étude, vous voyez que ces gens aussi sont intéressés par le sport ou des consommations liées au sport. Du coup, il y a comme un crossover où il y a quand même une grosse relation entre l'e-sport et le sport. Il y a une énorme relation parce que, non seulement dans la consommation, mais aussi dans la pratique. D'accord. Parce que les e-sporteurs, les competitive gamers, comme on les appelle, sont beaucoup plus sportifs que la moyenne nationale. Ils pratiquent eux-mêmes. Il faut savoir qu'on parle à des compétiteurs. Les compétiteurs sont là pour faire de la compétition. Et ils font de la compétition partout. Ils sont compétitifs de nature et ils vont chercher la compétitivité. C'est là où c'est vachement intéressant. Et quel que soit le jeu, ça. C'est pas, tu n'as pas plus de corrélation entre le joueur de FIFA que le joueur Fortnite. Non, le Fortnite. C'est là où la démographie, la socio-démo est complètement différente jeu par jeu, comme dans le sport. Un fan de hand, c'est pas forcément comparable à un fan de golf ni à un fan de rugby. C'est là où vraiment faut avoir cette connaissance. Tu peux plus englober l'e-sport comme un espèce de sport à côté du reste. On a bossé pour des marques un peu globales qui ont dit voilà, on va avoir une approche globale. Une approche globale, ça ne marche pas parce que aux US, le marché US n'est pas le même que le marché chinois. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui sont donc voilà, il y a pas mal de clichés, de choses qu'on pense dans cet univers de l'e-sport où il faut quand même une connaissance un peu particulière et plus fine. Et d'élever un peu le débat sur des choses qui concrètement, moi je le vois dans les chiffres, qui sont quand même assez énormes. Donc oui, je pense qu'il y a un bel avenir. Le Covid a accéléré, je pense, a permis de gagner 5 ans, mais je pense pas que post-Covid, on redescendra à des niveaux avant. Je pense que ça continue à croître là-dessus.
Ouais, super intéressant parce que c'est vrai que tu te dis, la Société Générale investit dans le rugby, la BNP investit dans le tennis, mais ils se disent pas en tant que marque, on investit dans le sport d'une manière générale parce que sinon, c'est de l'argent jeté. Et ce qui était relativement le cas, honnêtement, l'e-sport, moi j'ai arrêté de m'y intéresser arrêté de m'y intéresser. J'étais moins naturellement dedans de par mes activités professionnelles. Mais c'est vrai que quand tout le monde se gargarisait sur l'e-sport, c'était juste parce que ça ramenait les premiers contrats de toucher un public cible et que c'était fait un peu n'importe comment et que ça va se professionnaliser de plus en plus et que tu vas plus pouvoir être juste dans je mets de l'argent, une partie de mon budget dans de l'e-sport sans vraiment avoir une mesure de retour sur investissement parce que ça touche les millennials et les générations Z, quoi. Mais enfin, juste pour donner un exemple, aujourd'hui, la plus grande équipe française, Vitality, elle a la même notoriété qu'un club de Ligue 2 en France, pour les Français. Donc, globalement, ils ont une notoriété incroyable déjà, ces gens-là. Donc, et on le voit dans la rue. Enfin, moi, je trouve ça toujours un bon baromètre sur la notoriété d'un club de sport. On voit dans la rue des jeunes avec un maillot Vitality. Bon, c'est quand même, Vitality, c'est quand même une équipe de e-sport, c'est pas. Ouais. Donc voilà, donc ça commence. Mais c'est une beaucoup plus grosse boîte qu'un Pau FC qui est une équipe de Ligue 2. Oui, aussi, ouais. Enfin, après, ils n'ont pas forcément les mêmes sources de revenus, l'assurance de revenus qu'un Pau FC. Quelqu'un, c'est vrai. Non, vas-y. Non, si tu allais rebondir là-dessus, parce que sinon on va partir sur la Pro League. Donc c'est la dernière. C'est maintenant ou jamais. La dernière fenêtre pour parler des e-sports. Moi, c'était plus, pas forcément que e-sport, mais c'est comment tu vois justement. Bon, on en rigolait au début du podcast sur le fait que tu aies bossé au début de l'Internet, et je faisais une petite boutade sur le Metaverse et sur le fait que de nouveau les sports IP, donc que ce soit la Champions League ou les compétitions ou même des brands comme le Paris, le PSG ou autre, vont devoir vivre dans ces mondes digitaux, ou vont devoir vivre là où il y a des gamers, ou là où en tout cas il y a là où il y a de l'audience, ou là où il y a des gens. Donc comment toi tu le vois ça? Est-ce qu'il y a une révolution là derrière? Parce qu'on parlait aussi de monétisation des droits, de réinventer son business model. Donc comment utiliser ces nouvelles plateformes? Comment tu peux te permettre justement de toucher cette audience qui n'est pas que des sports compétiteurs dans l'e-sport, mais aussi des gamers, donc juste des casual fans qui peuvent aussi être là. Et donc le foot dans Fortnite, dans un Roblox, dans des mondes aussi virtuels où les gens vont apprendre à vivre de plus en plus et qui sont déjà les futurs réseaux sociaux. Comment tu le vois, toi, pour des ayants droit? Pour des ayants droit, aujourd'hui, quand on regarde une grosse équipe e-sport, c'est une équipe multisport. On peut comparer à un Barça, un Real ou ce que Lyon est en train de faire. Est-ce que le PSG essaye de construire aussi avec une équipe de hand de très haut niveau, avec un club de foot, avec un club de foot féminin, basket, voilà. Aujourd'hui, ces équipes-là sont déjà dedans. Pour moi, l'évolution de l'univers e-sport, on va arriver forcément à des droits broadcast. Parce que ils vont se vendre, ça va finir par se vendre. Vu l'audience, il y aura une valeur. Il y a une valeur sur le broadcast, donc du coup, ça va générer des sources de revenus plus sûres et plus récurrentes pour ces grosses équipes. On va arriver avec des deals sponsoring, mais c'est juste une extension. Pour une marque, la complexité pour une marque, c'est un truc en plus. C'est que BNP, ils font du tennis, peut-être qu'il faut qu'ils se positionnent aussi sur l'e-sport, sur un jeu en particulier. Et c'est en plus ou au détriment d'eux? Ça, je connais pas les budgets des gens, mais t'as peut-être raison, ça peut être au détriment d'eux. Parce que quand on voit les audiences foot et les fans de foot, je parle de foot parce que je le connais, on ne parle pas à la même cible. On parle, il y a à peu près 20 ans d'écart dans les audiences. Il n'y a pas forcément la même consommation. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être au détriment d'eux ou ça peut être une extension. Mais globalement, le métier de conseil dans ce genre de choses reste à peu près le même. De dealer un partenariat, un sponsoring et autres. De l'activer, de l'accompagner. Bon.
Voilà. Oui, c'est juste que ton IP ou la forme de l'entertainment, à la fin, elle change. C'est plus du football ou autre, c'est de l'e-sport où la méthode de consommation est différente, mais le process ou la façon dont le business model est construit reste le même, quoi. Tout à fait. Et t'as exactement la même chose. T'as la médiatisation et donc les eyeballs, comme on dit, sur de l'e-sport professionnel, sur des grosses compétitions et des grosses équipes. Mais t'as aussi bien les grassroots en organisant des compétitions. Donc tu peux toucher à une audience incroyable, mais vraiment, vraiment très, très importante. Faut quand même, enfin, vous le savez peut-être sûrement, mais le gaming, c'est quand même l'industrie d'entertainment la plus énorme au monde. Elle est plus grande que la musique et le cinéma réunis. cumulés. Ouais. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que ça reste un truc un peu, on veut pas trop en parler parce que tous les parents, moi j'ai la chance ou la malchance d'avoir, non, ça reste une chance, ouais, très très clair. Bah, tous les jours. Alors j'adore les pneus et j'aime pas ma vie familiale. Ouais, mais je suis un mec hyper intéressant. Invitez-moi. Non. J'ai 3 enfants. Et comme tout parent, on se bat contre les jeux vidéo et les écrans. On se bat contre ça. Mais globalement, même moi qui suis quand même plus dedans que la moyenne, c'est compliqué de trouver un juste milieu. Alors que je pense que c'est plutôt les accompagner, de les interdire. Mais bon. Mais ma question cachée, c'était de se dire justement, le sport risque de perdre une génération. Parce que le sport et le foot, on reprend le même exemple que tu connais, ils ont eu les highballs et depuis un siècle, 100 ans, ça a toujours été diffusé, les gens regardaient, donc tel père, tel fils, et puis tout le monde regardait, et dans notre génération, tout le monde l'a fait. Or, aujourd'hui, depuis 10, 15, 20 ans, et depuis les 10 dernières années particulièrement, on a une sorte d'autre forme d'entertainment qui est là, qui est plus facilement accessible, sur d'autres formats, sur d'autres contenus, sur d'autres devices, disponibles tout le temps. Du coup, il y a ce risque de perdre une génération pour le football ou le sport traditionnel. Et à côté de ça, tu as cette nouvelle offre qui monte et qui explose et qui est très forte, qu'on appelle le gaming. Est-ce que le sport... Pour moi, je vais pas dire que c'est une menace, enfin, je vais pas te demander est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une chance pour justement prendre les wagons et être adossé à ça. Mais comment le sport doit se positionner par rapport à ça, ou en tout cas, toi, comment tu le vois, ou comment justement des ayants droit ou des clubs ou autres, parce que au final, les athlètes, ils ont aussi une puissance de frappe monstrueuse aujourd'hui. Enfin, des clubs où, via les athlètes, ils ont des millions aussi de followers, ils peuvent engager des audiences, et ça aussi, ça a une certaine valeur. Mais comment le sport peut se lier au gaming, ou en tout cas à ça, parce que du coup, tu le vois aussi que ces nouvelles générations vont suivre, mais en même temps, le gaming plus le sport est peut-être encore plus fort, tu vois, ça fait peut-être 3 au lieu de 2, tu vois, sport plus gaming. Ouais. Je pense qu'on le verra, je trouve qu'on n'est pas encore complètement rentré dans l'euro, mais on le verra dans l'euro, c'est quand même des moments de convivialité. C'est quand même un moment un moment social où on retrouve des amis. Après, c'est vrai pour des grands événements comme l'Euro et autres, mais globalement sur le foot, compétition de foot, ça reste aussi vrai. Une étude faite aussi pour la Pro League belge démontre que la principale raison d'aller au stade, c'est pour retrouver des amis. On ne va pas tout seul au stade, donc c'est un moment social. C'est un moment social. Je trouve, moi, que les clubs et les instances et autres doivent beaucoup plus accentuer sur cette convivialité. Moi, je suis désolé, mais quand on va au parc, quand on va dans n'importe quel stade, on n'est pas accueilli. Alors que on devrait être le client est roi, mais on n'est pas le roi. Le niveau de service est trop. Le niveau de service c'est pas, et c'est là où. Et puis au-delà du service, c'est l'opportunité de créer la communauté. Tu vois, quand tu regardes un match Green Bay Packers, ils sont connus pour avoir des gros barbecues avant l'événement où tu arrives en début de journée et tu partages un moment. Effectivement, on a du mal à le faire ça en Europe pour le moment. Après, je pense que c'est aussi assez particulier par rapport, surtout culture. En France, par rapport à la culture. On arrive
de préférence 5 minutes après le début du match, et on part 5 minutes avant la fin du match éviter les bouchons. pour qu'on aille choper notre métro ou notre RER et pour éviter les bouchons. C'est moins vrai en province, dans les villes en province où on est vraiment sur des moments un peu conviviaux. Mais globalement, c'est ce truc-là qui est vraiment cette convivialité, cet accueil, c'est un marqueur différent. C'est un marqueur différent. Quand pendant la mi-temps, la meilleure chose qu'ils ont inventée depuis 10 ans, c'est une golden bar pour gagner une bagnole du sponsor. Enfin, franchement, je suis désolé, mais ou de faire pendant 15 minutes la queue pour choper un mauvais hot dog et une bière chaude qui t'est renversé sur tes fringues et qui est sans alcool. Et qui est sans alcool. Non, il y a peut-être quelque chose à imaginer. Je pense que ça doit pas être si compliqué que ça d'améliorer cette expérience. Deuxièmement, c'est que là, aujourd'hui, où les clubs vont avoir beaucoup de mal, parce que, encore une fois, l'étude qu'on a faite pour la Pro League belge, c'est que les gens, ils sont pas prêts de retourner au stade, hein. Ah non? Ah, ils sont pas là en train de bousculer les grilles de stade pour retourner, hein. Les raisons? Parce que ça fait 1 an qu'ils ont plus ils ont changé les de pieds style de vie, dans un stade, qu'il y a quand même une crainte sanitaire que donc ça va être très chaud pour faire revenir les gens, alors que je suis pas inquiet pour des grands clubs, mais pour les clubs plus moyens et pour des clubs dans d'autres sports. Les gens sont pas en train de dire vas-y, on y va. Et ça risque en tout cas d'être progressif. Mais c'est intéressant. Et du coup, toi, pour reprendre un petit pas en arrière, sur la Pro League, tu accompagnes sur tous les sujets, grosso modo, que peut avoir une ligue et son accompagnement des clubs, du coup. Non, moi, j'accompagne sur tout ce qui n'a rien à voir avec le foot. Ça, c'est bien. C'est déjà un beau scope. Alors, tu vois, le terrain, tout ce qui est on-pitch performance, je le recrute pas pour les équipes, mais... Moi, je fais tout ce qui est sur les écrans derrière. Mais alors, non, moi, mon rôle, moi, j'ai encore une fois une chance incroyable de pouvoir les accompagner. Ça fait 4 ans maintenant et on a vraiment une relation de confiance avec les gens qui sont en place et qui est une équipe hyper dynamique, hyper intelligente, hyper maligne, qui ont des valeurs incroyables que je partage complètement. Et en fait, il y a 4 ans, moi, je suis arrivé sur un sujet qui était l'e-sport, sur ce truc-là, en disant, nous, on n'a personne, est-ce que tu peux nous accompagner là-dessus? Donc, on a construit et mis en place la première compétition comparable à la e-Ligue 1 en Belgique. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres sujets qui sont arrivés, de digitalisation, de transformation digitale, de data, d'innovation et autres. Et avec, j'ai un client magnifique, incroyable, qui est vraiment passionné par ça, Léander. Et avec lui, on a travaillé sur énormément de sujets, parce qu'à l'époque, la Pro League était vraiment dans une situation un peu compliquée. Ils avaient des problèmes. Il y avait des problèmes de gouvernance. Non, pas de gouvernance, mais plutôt, il y avait des paris, il y avait des pots de vin, des trucs. Enfin, il y avait. D'accord. C'était. Intégrité des compétitions. Voilà, les agents, voilà. Donc il y avait vraiment la presse n'avait qu'une seule envie, c'était de trouver le scandale et d'accuser la Pro League qui organise la compétition. Donc globalement, quand on parlait de la Pro League, c'était pour dire du mal. Quand on parlait de la Fédé belge, parce que c'était l'équipe de Belgique, tout est magnifique. Donc on était vraiment, la Pro League était vraiment dans les cordes. C'est vrai que ça semble lointain, mais c'était il n'y a pas longtemps, ça. Non, alors que maintenant, la transformation est plutôt pas la Jupiler League, la Pro League d'une manière générale, et plutôt commence à être reprise en exemple par des plus petites organisations sur une bonne gestion, alors que c'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était le scandale des pots de vin. Ah oui, c'était la risée, la risée des compétitions. Donc le travail là, c'était d'essayer de les convaincre, de dire écoute, faut qu'on fasse quelque chose. Comment on le fait? Il y a un premier truc, c'est qu'on va faire des choses très très simples, c'est qu'on va communiquer que sur des trucs positifs. Bon, ça c'est de la communication. On va changer tout le branding. On a changé le branding, on a changé l'hymne, on a changé. Donc voilà, en disant
Voilà. En même Nouveau temps, départ, quoi. nouveau départ. En plus de nouveau départ, il y avait énormément, il y avait c'était vraiment à la croisée des chemins parce que il y avait un nouvel ayant droit qui est arrivé. Nouvel ayant droit qui est arrivé avec Eleven Sports, qui est aussi pareil sur un modèle qui est complètement différent et qui est assez innovant là-dedans, c'est qu'ils sont exclusifs. Ils ont tous les droits de diffusion, et c'est avec, donc du coup tu crées un partenariat, donc de dire voilà, on part sur un nouveau cycle de droits télé, donc on part sur un nouveau cycle de Pro League, donc on change le logo, on change l'hymne, voilà, donc ça c'était un premier truc. Et puis après là aussi la stratégie et l'approche de la ligue était de dire on peut pas concurrencer la première ligue avec la première ligue, la Liga, la LFP ou la le Big Five. C'est pas votre sujet. C'est pas le sujet, ils sont beaucoup Vous, trop loin. votre benchmark du marché, c'était qui les concurrents? Benchmark du marché, c'est Pays-Bas, les pays nordiques, la Suisse, l'Autriche. Faut pas oublier que la Belgique, c'est 11 millions d'habitants, donc c'est quand même un tout petit pays. Et qu'aujourd'hui, quand tu regardes le niveau des droits de télé, ils sont à la 6e ou 7e place en Europe. Donc ils vont pas aller là-haut, mais donc il faut trouver un positionnement qui est différent, et donc le positionnement qui a été trouvé, c'est d'aller sur l'innovation pure. Nous on innove, on fait des choses différentes, on a une approche un peu plus collective. En disant on est avec tous les clubs, de toute façon il faut qu'on avance. Limite on est une plateforme de test pour le Big Five parce que il y a moins de risques et c'est comme ça qu'on a un facteur différenciant, quoi. Exactement, et la Pro League peut se permettre de faire des erreurs. Ouais. Si le truc ne marche pas, effectivement, on n'a pas la terre entière qui va se focaliser sur vous. Faut pas oublier que dans l'histoire du foot, c'est que la VAR, on peut aimer ou pas aimer, mais la VAR était quand même la Belgique était le premier pays à instaurer la VAR. Donc plein de choses. Il y a d'autres trucs aussi. Ils sont en train aujourd'hui de mettre en place une plateforme pour réguler tous les agents, avec l'UEFA qui regarde quand même de très près ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment une terre fertile pour jouer sur cette innovation et tout ça. Sur d'autres sujets, donc moi je m'occupe pas du sport, ni du format, ni de la gouvernance. Moi je m'occupe sur tout ce qui est un peu annexe. On a lancé un nouveau site internet, parce que le site internet qu'on avait avant était géré par le partenaire, par Jupiler. On a récupéré tous les médias sociaux, donc récupérer un peu les droits. On est là aujourd'hui en train de travailler sur l'approche data, CRM. L'année prochaine, c'est plutôt la place du mobile dans l'engagement. C'est quoi l'engagement aussi qu'on peut faire avec les fans? Et vous accompagnez les clubs ou c'est vous direct? Moi personnellement, j'accompagne la Pro League, mais la Ligue a mis en place et c'est là où il y a pas mal de ligues qui jalousent la Pro League aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis en place une vraie approche de droit collectif. C'est ce que j'allais dire et qui était une des questions d'ailleurs, c'est une des forces en présence sur le territoire belge, c'est quand même la volonté des clubs de se serrer les coudes pour avancer ensemble, parce qu'ils ont besoin les uns des autres, et d'avoir notamment les têtes d'affiche du championnat belge qui jouent le jeu avec les restes des équipes. Ça, c'est super intéressant pour mettre un modèle proche de Timbo NBA. Timbo, c'est Team Business Operations, où c'est toute une verticale au sein de la NBA qui s'occupe de développer l'ensemble des clubs pour créer de la valeur mutuelle, parce que en ramenant les best practices, etc., et en se servant les uns les autres, ça va quand même créer une valeur plus grosse pour la marque. Et donc, les clubs bénéficient à leur niveau, mais la ligue bénéficie à leur niveau. Donc ça, c'est un modèle que toi, tu pousses vachement avec eux et que tu travailles vachement avec eux. Les droits collectifs étaient là avant que je sois arrivé, mais aujourd'hui, la valeur, moi, je suis absolument convaincu que la valeur de la ligue passe aussi par l'accompagnement des clubs dans des trucs qui sont pas forcément toujours leur métier. Faut aussi voir qu'il y a une maturité différente dans les clubs, et il y a une énorme différence de maturité. Ouais, tu identifies les meilleures pratiques chez certains que tu peux répliquer facilement chez d'autres, mais qui n'en ont pas forcément conscience, ils n'ont pas forcément les ressources pour l'identifier. Et c'est le rôle de la ligue de le faire, parce que du coup, en professionnalisant certains clubs sur certains domaines et d'autres, à d'autres égards sur d'autres domaines, du coup,
ils sont plus partenaires et ils ont une meilleure valorisation des droits et tout le monde en bénéficie, quoi. Et ça fait monter tout le monde parce Ouais. qu'effectivement, les clubs les plus avancés, ils partent sur la même base que les clubs les moins avancés, mais ils font beaucoup plus. Mais s'ils devaient l'installer eux-mêmes, ça coûterait plus d'argent, plus de temps, plus de ressources, alors que la Ligue est là pour les supporter, pour les accompagner, pour gérer, et puis aussi pour générer un peu l'échange entre les clubs. Moi, ce que je trouve aujourd'hui un peu dommage, c'est que les sports collectifs n'ont jamais été aussi individualistes, quoi. Ouais. Les sports collectifs, quand on voit, encore une fois, moi je donne une image très positive. C'est pas toujours évident de convaincre les clubs de l'approche collective, mais quand on voit que les clubs sont pas capables sur des trucs qui sont annexes de se mettre d'accord sur quelque chose. Bah, c'est chacun pour soi, mais ça va même sur le terrain. Aujourd'hui, les joueurs, ils jouent pour leur stat et pas pour leur club, quoi. Enfin, en quelque sorte. Et donc là, de retrouver cette collectivité que le basket en France est en train de faire, la Ligue est en train de faire un travail incroyable, mais même au niveau du broadcast et des droits télé, et de dire, bon, il faut qu'on retrouve des spectateurs avant de vendre des droits. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, pour moi, est vachement important. Et je trouve aussi, c'est que, effectivement, est-ce que la Ligue doit être facilitateur ou doit être vraiment partie prenante de ce truc-là? Moi, je pense que pour aider les clubs, il faut engager, faut être partie prenante. Faut être partie prenante. Et donc, du coup, négocier les contrats avec des boîtes. Certes, il y a toujours des alternatives, mais globalement, vas-y. Ça peut être, par exemple, une solution ticketing. Il y a une solution ticketing collective. Il y a une solution CRM collective. Il y a des clipping. Data sportive collectif. Huddle avec les caméras 180, c'est collectif. Donc il y a un certain nombre de droits qui sont déjà collectifs et dans lesquels autant les petits que les grands s'appuient énormément sur ça pour pas piocher, mais c'est de dire voilà, ça c'est notre base. Et nous, on va développer des choses en plus. On va l'intégrer dans notre application. On va l'intégrer de cette façon. On va intégrer notre cashless provider donc voilà. Donc c'est vraiment. Moi, je pense que c'est un super laboratoire. C'est une force incroyable. Et effectivement, la Ligue belge est un super laboratoire. On était aussi la Ligue belge a été les premiers à signer avec Sorare. Ouais. J'allais arriver là-dessus parce que forcément, avec l'actualité, Sorare, la NFT, etc., c'est un sujet sur lequel vous avez pris le pli très rapidement. Oui, la question était. C'est la deuxième saison qu'il y a un deal avec Sorare. Donc, Sorare, au tout début, à l'époque, fallait quand même. Pas grand monde. Non. Il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Et l'idée était de dire, écoutez, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font. Parce que voilà, c'est que la Ligue ne peut pas s'engager sur des choses un peu douteuses. Donc, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font. C'est un modèle super intéressant. Et potentiellement, ça peut rapporter un peu d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on risque de le faire? Donc, du coup, l'idée, c'était de dire, bon, on le fait. On communique pas non plus outre mesure sur le truc, mais on le fait parce qu'on est une ligue innovante. Et aujourd'hui, c'est un succès incroyable. Il y a toutes les ligues qui ont signé. J'ai eu la Eredivisie la semaine dernière au téléphone. Le mec qui me dit, parce qu'il m'appelait en disant, tu peux me dire ce que vous avez fait avec la Pro League sur la Sorare? Je dis, mais signe les yeux fermés, tu verras, ça va bien se passer. Et qui m'a appelé la semaine dernière en disant, mais c'est incroyable. Donc voilà, c'est ce genre de choses où effectivement le labo au niveau d'une ligue, voilà. Après. C'est la contrepartie, c'est que la Ligue n'a pas non plus des moyens démesurés. Donc c'est là où faut être innovant. Faut être innovant, mais aussi peut être une plateforme de lancer des choses. Ouais, c'est intéressant, ça me fait penser. Et structurellement, vous êtes prêt à bénéficier de cet accompagnement parce que ça a énormément de valeur pour une start-up. Tu vois, de pouvoir se lancer rapidement avec une ligue, montrer le use case, surtout sur le modèle justement où la ligue prend en charge une partie pour les clubs, etc. En termes d'agrégation de données, etc. Et d'expérience utilisateur, ça a énormément de valeur. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein de la ligue pour justement se structurer, pour dire
On prend un pari avec Par vous, on rapport à vous accompagne, l'innovation. on met un peu des sous. Il y a un Leander, donc encore une fois, qui est donc le numéro 2-3 de la ligue, mais le Chief Business Officer de la ligue. C'est vraiment son bébé. Et donc, on a lancé une plateforme qui s'appelle Pro League Forward. Pro League Forward, c'est une plateforme conceptuelle. Et l'objectif de cette plateforme, de cet écosystème, c'est effectivement de dire, écoutez, on est les premiers, enfin, on est innovation pure, mais on va plus loin que de juste envoyer un press release et des trucs comme ça. Ouais. Donc, l'objectif de ce truc-là, c'est plutôt de dire, on a plusieurs partenaires, on a WSC sur la vidéo, sur le clipping, pareil, deal collectif, première ligue à faire un deal collectif avec WSC sur le clipping. Et il y a peut-être un moyen de faire travailler WSC avec Sorare. Ouais. Donc, comment on peut, nous, accompagner, bénéficier de éventuellement de ce nouveau produit, de la nouveauté. En le testant sur notre compétition ou sur certains matchs. Et donc, du coup, de les mettre, non seulement de faire des use cases, communiquer dessus et de dire, voilà, si vous avez des questions, appelez la ligue, il n'y a aucun souci, les mecs, ils vont te répondre et on peut même mouiller des clubs pour avoir des en même temps, vous avez de l'IP dans le produit, ou peut-être pas de l'IP, mais il y a un... On n'est pas comme les Israéliens, où eux, les Israéliens, la Ligue Israël, ils ont un parti pris qui est encore beaucoup plus loin en disant, écoutez, nous, on va on a une plateforme d'innovation pareille, mais on prend des parts dans les boîtes. Après, Israël, c'est une terre très fertile d'innovation. Enfin, quand on voit toutes les innovations et des startups qui sont issues de là-bas, c'est dingue. Enfin, WSC, surtout qui réussissent, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Et ils sont accompagnés. Et donc la ligue prend des parts. L'objectif n'est pas pour la ligue n'est pas encore de faire ça. C'est plutôt. Mais vous avez des partenariats business. Ça peut être des royalty fees ou des choses comme ça. Sur des produits qui sont développés, qui derrière après peuvent être étendus à d'autres ligues ou d'autres ayants droit. Et donc ça, c'est un des projets aussi pareil où on va accentuer et développer parce qu'en fait, on se rend compte que tous ces gens-là, ils se parlent déjà. Bien sûr. Donc, pourquoi pas les accompagner, les faciliter et de le faire. Même ce que disait un peu Samuel, c'est plus un tremplin. Ouais, exactement. Ça veut dire, il y a un retour client. Il y a pas que de la brand equity en disant qu'on bosse avec la ligue, mais c'est aussi, vous avez accès aux clients finaux si c'est des clubs ou la ligue. Et ces retours-là, ils sont très forts pour quand on lance un produit, quoi. Ouais, et puis il y a quand même un truc super. Ça nourrit notre réflexion, mais nous qui sommes dans l'innovation, il y a tellement d'organisations qui prennent la parole sur l'innovation de manière très marketing, c'est-à-dire qu'ils se disent faire de l'innovation et mettent des gens en place à l'innovation, soi-disant, mais sans mettre de budget, sans avoir une vraie stratégie. C'est juste une petite campagne marketing. Fondamentalement, la Ligue belge, c'est pas la plus communicante là-dessus. Mais finalement, c'est sans doute une de celles qui en fait le plus. Non, mais effectivement, c'est tout le problème d'ailleurs. Ouais. C'est que quand la Liga, la Eredivisie ou autres font un mini truc, ils font un communiqué de presse, tout le monde en parle et compagnie. La Ligue belge, ils ont fait des trucs de dingue alors que personne n'est au courant. Mais bon, ça c'est aussi... grâce à la notoriété du podcast Le Corner, maintenant tout le monde va être au courant, c'est formidable. Non, mais ça c'est la... Moi je dis toujours, et moi je suis le premier, moi je suis le premier c'est vraiment culturel belge, quoi. On parle pas de nous, ne fait pas trop de bruit, avance... moi, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Il y a plusieurs organisations comme ça. Hein. Bon, moi, je vais pas parler au nom de l'UEFA parce que je sais que j'ai pas mal de collègues. On a une solution ticketing sur de la blockchain qui a été développée. Personne n'en parle. Je connais d'autres organisations sportives qui aussi ont tout un lab, qui accompagnent et qui aident énormément, mais qui ont pris le parti pris de rien communiquer dessus parce qu'ils veulent pas forcément se positionner par rapport à ça, mais qui engrangent derrière quand même... pas les profits ou le côté business, mais plus qui utilisent vraiment ces produits pour leurs besoins. Et à l'inverse, il y en a d'autres, mais c'est plus une question de positionnement. Enfin,
au final, si ça vous permet d'avoir un meilleur produit, si ça vous permet d'avoir, in fine, ça se sait. Enfin, Ça, c'est évident parce que je ne sais pas fine, si vous ça, connaissez European Leagues, qui est en fait l'organisation des Oui. ligues européennes. au même titre que l'ICA ou. Voilà, ouais, exactement. Pour les- Et là, eux, ils ont quand même compris que la Pro League avance très très vite, avance bien et autres, donc ils interviennent. Et il y a pas mal d'échanges. Tu vois, les Danois sont venus en Belgique. On a vu il y a quelque temps déjà, pareil aussi, la LFP. Nous, on croyait qu'on allait nous piquer des choses chez eux, mais c'était plutôt presque Non, l'inverse. Enfin, D'accord. pas forcément, mais voilà, sur le Non, mais ça concept, prouve aussi qu'ils sont intéressés et qu'ils viennent sur les voir ce droits que vous faites, collectifs, quoi. voilà, c'est quelque chose effectivement où toutes les ligues sont en train de regarder, sont en train d'essayer d'avoir un pied dedans. Mm. Donc non. Si la proposition de valeur d'une ligue, qu'elle soit tier 1, tier 2, tier 3, a du succès, bah tu vas regarder la recette. Et tu vas Ah oui, tout à regarder, fait. tu vas essayer de Et puis tirer les meilleures fondamentalement, ils sont dans la même position, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont dans une position, ils peuvent plus juste vendre les droits. Et d'ailleurs, c'est un peu la catastrophe de la LFP, fondamentalement. C'est le fait d'avoir tout basé sur la vente des droits et sur cette pratiques. augmentation. Crocodile. Et malheureusement, parce que les présidents individuellement n'ont pas assez de recul pour analyser la transformation générale de l'industrie, bah, se reposer sur ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire avoir plus de droits sur la partie télé. Mais c'est surtout que Ça la peut plus que proposition être de ça. valeur. La proposition de valeur d'une ligue, ça doit être plus que juste être capable de négocier les droits télé à un meilleur prix que ne le feraient les clubs individuellement. Ouais, et et en fait ils sont tous un peu endormis, mais un peu partout sur cette partie-là. Et ils ont pas innové, aujourd'hui la data. Ils sont tous assis sur un tas d'or, mais ils en font rien. Ils ont des centaines, des milliers, Non, t'as des data service providers qui eux savent l'utiliser et la monétiser bien mieux que les ligues. Ah oui, non, mais parce que en fait, et c'est là aussi où je suis convaincu que d'une chose, c'est que il y a un rattrapage à faire sur l'univers du sport. C'est que quand dans mon organisation actuelle, on parle à d'autres groupes, des grands groupes comme AXA, comme Volkswagen, qui sont sur des sujets complètement non-sport, bah, ils ont quand même 5 ans d'avance sur... Donc il y a un énorme rattrapage à faire. Ouais. Donc il faut que cet univers du sport, des ayants droit, mais aussi des clubs, mais aussi des sponsors, quand on voit les sponsors qui mettent quand même beaucoup d'argent, il n'y a pas les KPI, ils sont pas... T'avais aucun ROI. Enfin, il n'y a aucune mais mesure. c'est aussi parce que tu as beaucoup de passion, tu as beaucoup de gens, et pour l'avoir vu aussi à certains niveaux, c'est que tu as des dirigeants de grands sponsors qui sont fans d'un sport ou fans d'un joueur ou autre, et qui pour eux, bah, ils voient qu'il y a 300 millions de personnes, où il y a tant de... et qui y vont parce qu'ils sont aussi eux-mêmes fans et que tu as une certaine part d'irrationalité. Mais clairement, je suis 100% d'accord, le fait que tu aies une certaine bulle autour des droits, qui a peut-être rendu amorphe, mais c'est aussi... Enfin, c'est presque humain. C'est-à-dire que quand tout ton succès depuis 10, 15, 20 ans repose là-dessus, pourquoi tu vas battre en brèche ce qui fait ton succès? Et il y a une phrase qui est hyper connue qui dit ton succès d'aujourd'hui sera ton échec de demain. Mais il n'y en a aucun qui vont remettre en cause un système actuel puisque ça les a enrichis, ça les a rendus... Enfin, ça a permis d'avoir plus cycle après cycle, plus de moyens, de donner plus au club. Donc pourquoi remettre en cause tout ça alors que tout tourne et que tout va bien? Bah, c'est à ce moment-là, alors que tu es au pic, que tu dois justement te dire ok, si ça se casse la gueule ou s'il n'y a plus ça, comment je fais autrement? Et c'est là-dessus que tu travailles et qu'on travaille tous. Ouais, et tu le sais aussi, c'est l'innovation, on le fait pas quand tout va bien. Hein. L'innovation, on le fait quand on est dos au mur ou qu'on n'a pas le choix. Hein. En tout cas, la pandémie peut aider ou certaines situations aident à ce que on remette en cause certaines pratiques qui existent depuis la nuit des temps et qu'il faut changer. Et je pense qu'on est là-dedans. C'est qu'on est vraiment dans cette période où il y a plein de gens, les gens de la LFP, ils doivent pas être très très fiers et très... Non mais c'est une belle opportunité, tu vois, tu parlais en 2018, la Pro League qui était dans une situation difficile. Dos au mur, t'es obligé. Nous, je sais que le UEFA Innovation Hub est né aussi de la crise du FIFA Gate avec Blatter. Et c'est comme ça que s'est amorcé une nouvelle prise de conscience. Bon, il y avait d'autres choses, mais
il y avait une nouvelle stratégie, il y avait une opportunité, mais c'est venu à chaque fois souvent d'une crise, quoi, ou d'une problématique. Et donc, et voilà, et moi dans ce contexte-là, je pense que mon rôle de cabinet de conseil, de voilà, le sport n'a pas encore ce réflexe de dire je tourne d'abord sur une partie qui est vraiment stratégique et conseil avant de le balancer sur une agence qui va me donner une réponse opérationnelle créative ou autre. Donc c'est là il y a un manque de stratégie ou de plan, pas de vision, mais peut-être de mise en place d'un plan stratégique sur plusieurs années avant d'exécuter, quoi. Ouais, avant d'exécuter et si je veux pas être négatif moi à la base, moi ce que j'ai à vendre c'est de l'expertise, c'est du jus de cerveau, c'est du savoir, c'est de l'accompagnement, c'est des ressources supplémentaires sur des problématiques bien précises. Je n'ai pas de campagne télé à vendre, je n'ai pas de spot télé, j'ai pas d'OP événementiel, je n'ai pas de créa à vendre. Donc moi, mon rôle, il est d'être aussi neutre et indépendant possible. Ouais. C'est là où la différence entre agence conseil, oui, bizarrement, ils conseillent ce qu'ils savent faire. Enfin, ils te vendent ce qu'ils peuvent mettre en place, quoi. Et moi, je n'ai pas cette problématique. Donc, c'est sur le conseil, c'est vraiment ça. C'est purement sur une vision stratégique où tu te dis à 4-5 ans, voilà où on veut être. Stratégique et implémentation, mais j'implémente on accompagne l'implémentation. T'es provider agnostique, quoi. Tu t'en fiches de qui implémente. Parce que mon rôle, c'est aussi de trouver le bon prestataire. Là, sur une... Ça rejoint vraiment la source, c'est bien. Il y a certaines connivences, mais après, c'est des approches différentes. Et d'ailleurs, je pense qu'une agence de conseil, c'est peut-être pas le bon label, mais elles ont une vocation à exister pour des pratiques très différentes et pour le déploiement. Mais effectivement, ça nécessite une étape en amont que tu apportes, mais que malheureusement, certaines organisations sautent potentiellement. Et c'est là où... Enfin, ça recoupe plein de choses. C'est que tu as besoin de ce conseil, tu as besoin de cette vision empirique et tu as besoin d'une personne qui conseille une ligue pour que la ligue puisse conseiller les clubs et que chacun se lance pas dans son propre day-to-day avec des réponses approximatives qui ne créent pas de la valeur d'ensemble finalement pour la ligue. Moi, ma question de fin, parce que comme prévu, on peut parler 4 heures, comme on s'était dit au début du podcast. Juste la question de fin, c'était un peu, toi, avec les évolutions actuelles, on allait venir sur le sujet de la ligue ouverte, ligue fermée. Finalement, j'ai l'impression qu'on se rejoint un peu sur un modèle un peu hybride où c'est une question d'adapter certaines bonnes pratiques américaines à un marché européen du foot qui marche très bien avec le foot qui est le sport numéro 1 pour plusieurs bonnes raisons aussi. Est-ce que tu nous rejoins un peu là-dessus sur le côté faut trouver le bon niveau d'hybride, il n'y a pas... tu peux pas calquer un modèle sur l'autre ou tu peux pas dire tel modèle est mieux que l'autre. La nature du sport en Europe est fait par la base. Est fait par le fait que finalement tout le monde pouvait devenir le meilleur de son pays et le meilleur de son donc cette espèce d'aspiration vers le haut dans des choses qui montent et qui descendent. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèquement lié au sport aujourd'hui en Europe. Ça mais n'empêche que sur l'hybride, il y a énormément de choses à aller voir aux États-Unis sur. Voilà, occupez-vous de votre métier qui est faire des performances sportives, quoi. Ouais. Et essayez de mutualiser, de faciliter un peu tout le monde sur des choses qui sont annexes. C'est toi, t'as une marque et une marque qui est ton club. Ton club, il doit avoir des performances sportives, avoir des fans et doit mieux servir les fans. Tout ce qui est autour sur mettez-vous d'accord, ça va être beaucoup plus simple. Ouais. Beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Ouais. Oui, et ça va être beaucoup moins cher, ça va être beaucoup mieux, le truc il va être mieux adapté parce qu'en fait finalement ton voisin, et c'est là aussi où ce qui est assez intéressant, c'est que on parle de clubs OL, OM, PSG, et qui sont pas d'accord, mais ils sont pas concurrents. Ils ne sont absolument pas concurrents. Ils sont concurrents sur le terrain. Sur le terrain seulement. Sur le terrain.
Mais sur tout ce qui est annexe, ils sont pas concurrents. Ouais. Un fan du PSG ne deviendra jamais fan de l'OM. Enfin, je caricature peut-être, mais un fan de l'OM. C'est la spécificité de l'industrie du Non, mais sport. en elle-même. exactement. C'est que Exactement. c'est avant tout des partenaires avant d'être des compétiteurs. Il faut pas qu'ils s'occupent d'aller se piquer les trucs et trucs. Non. Ouais, ils gagnent tous à avoir une bonne recette billetterie pour avoir plus de moyens pour faire un championnat plus fort d'une manière d'ensemble. Voilà. Et un spectacle devant des matchs qui soient pleins, que ce soit au Vélodrome, au Groupama Stadium. Oh là là, et on finit presque sur une note démago de on est tous copains, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais une part de vérité. Je veux pas qu'on épuise notre audience parce qu'un podcast d'une heure c'est déjà long, mais c'était passionnant. Franchement, c'était super de pareil t'avoir. Pour moi, c'était toujours intéressant d'échanger sur des sujets passionnants. Bah, merci à tous les deux en tout cas d'avoir pu participer. On espère que vous avez pu apprécier ce nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et on se retrouve très rapidement pour une prochaine séance. À très vite. Le corner.